Ne vous gênez pas, c'est pas vrai que je suis un radical. Les radicales, ça vient de Racine, non? J'aime aller à la racine des problèmes. Bon, alors je vais briser la glace. Salut Mario. Ça va bien? Excellent porte président de la CJB. J'aimerais juste ça que tu nous expliques, Mario, pourquoi tu tiens tant à cette idée-là de la campagne permanente. D'où tu tires cette idée-là? Tu me l'as déjà expliqué, mais j'aimerais ça que tu en parles à tout le monde. En même temps, ça me permet de rappeler justement que cette campagne permanente-là, on la lance le dimanche, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, on a des billets à la table pour ceux qui sont intéressés pour le spectacle du soir avec le Colocasse. Mario, je te pose la question quand même. Mais je dirais, une campagne permanente de promotion de l'indépendance, ça fait très longtemps qu'on en parle. Il y a Gilbert Paquette aussi qui était à l'origine du concept. Et je pense que c'est vraiment essentiel, d'une part, pour établir la convergence, l'union des forces indépendantistes. Pour moi, à partir du moment où l'indépendance a été un peu mise en sourdine, c'est là qu'on a commencé à voir apparaître la division. Et la meilleure façon d'atteindre ça, je pense, c'est qu'il y ait un espace organisé par la société civile, consacré entièrement à la promotion de l'indépendance, expliquer pourquoi on veut faire du Québec un pays. Et bon, j'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps, parce que bon, j'ai pas parlé du dossier linguistique, parce que Robert l'avait très bien fait avant moi, mais il est clair aussi que le gouvernement fédéral nous impose le bilinguisme institutionnel, et dans tous les pays où le mode d'aménagement linguistique est fondé sur le bilinguisme institutionnel, ça aboutit toujours à l'assimilation des langues minoritaires. Et tant qu'on est dans le Canada, le français est la langue minoritaire. Alors, je pense que toute une foule de raisons doit être sur le terrain, organisée dans les médias sociaux. Et en passant, j'avais sauté le parti de Montico, mais c'est sûr qu'on a besoin de gens, de communicateurs, que les gens interviennent dans les réseaux sociaux à tous les niveaux et de la façon la plus structurée possible. Et de cette façon-là, je pense qu'on va arriver à augmenter l'appui à l'indépendance. Et c'est déjà, ça s'est maintenu en haut de 40% pratiquement, toujours depuis 1995. Moi, je suis très confiant qu'on peut augmenter l'appui à l'indépendance au-delà de 60-65%. Et à ce moment-là, la question du mode d'accession à la souveraineté sera beaucoup moins difficile à poser. Monsieur Mario Beaulieu, je vous remercie de votre allocution de tout à l'heure. Elle est complètement en point, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que présentement, nous allons voir très bientôt un rendez-vous avec la population? Est-ce que nous avons tous les outils pour contrecarrer la propagande et la publicité de nos adversaires fédéralistes? Alors, d'ici très peu de temps, le 8 novembre, il va y avoir un conseil général du Bloc québécois qui va être la première grande rencontre avec les militants du Bloc québécois depuis l'élection à la chefferie. Et en même temps, ça va être le lancement de la campagne de financement, de recrutement et de renouvellement qui va se faire en parallèle avec, naturellement, une campagne de promotion de l'indépendance, et il va y avoir un argumentaire très complet sur, qui va avoir une partie très détaillée aussi sur l'argumentaire économique pour montrer aux gens que ceux qui sont intéressés par les vraies affaires, qui veulent dire par là les affaires économiques, vont s'apercevoir que c'est pas payant de rester dans le système fédéral, qu'au contraire, ce serait non seulement rentable, mais ce serait avantageux de pouvoir déterminer nous-mêmes nos politiques économiques, nos politiques internationales. Parce qu'en économie, plus que dans n'importe quel autre domaine, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, comme aurait dit Jean Campeau. Et aux gens qui sont plus à droite, ce que je dirais, c'est que être indépendant, c'est être propriétaire plutôt que d'être locataire. Alors moi, je pense qu'il faut l'expliquer de la façon oui, bonsoir Mario et bonsoir à vous tous. Comme tu sais, Mario, j'ai repris ma carte du Bloc québécois en mai pour t'appuyer. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas été membre du Bloc québécois, notamment parce que pour moi, le Bloc québécois égalait à le club école du Parti québécois.
Donc, je pense que c'est peut-être la personne la mieux placée pour unir les forces indépendantistes parce que faut pas oublier que l'année prochaine, il va y avoir un seul parti indépendantiste à Ottawa. Et je pense qu'il faut le rappeler à tous les souverainistes, tant progressistes que peut-être plus à droite. Donc, ma question, c'est bien beau tout ça, mais comment faire pour unir les forces souverainistes à Ottawa? Notamment, comme je t'en ai déjà parlé, je pense qu'il va falloir, sur le contenu, que tu parles beaucoup plus du contexte socio-économique pour aller chercher les souverainistes peut-être plus à gauche, qui sont en ce moment, qui n'ont pas le goût de voter pour Thomas Mulcair, mais qui sont comme un entre-deux, qui hésitent à faire le saut au Bloc québécois parce qu'ils peut-être qu'ils ne connaissent pas assez. Fait, comment faire pour unir les forces souverainistes à Ottawa, parce que moi, j'ai confiance que tu es capable de faire ça, mais il faut faire concrètement dans le quotidien. Je dirais d'une part que, bon, l'indépendance, c'est une question de justice sociale collective en soi aussi. Ne pas mettre en hiérarchie avec les autres objectifs. Par ailleurs, le nouveau parti, le parti néo-démocrate de M. Mulcair a entériné le fait que le gouvernement fédéral pige dans l'assurance-emploi. Il a adopté le même cadre financier que les autres partis à l'élection de 2011. On oublie que le gouvernement fédéral continue à piger dans l'assurance-emploi. Et en faisant ça, l'assurance-emploi, normalement, c'est une assurance pour les travailleurs qui perdent leur emploi. Et non pas une taxe au travail comme ça se fait en ce moment. Alors, en faisant ça, sur le déséquilibre fiscal, on entend très peu aussi le NPD parler. Et toutes ces coupures-là, ça met une pression au gouvernement qui, malheureusement, dans le contexte actuel, nous avons un gouvernement ultra-fédéraliste qui ferait probablement des coupures, même s'il y avait plus d'argent. Mais ça met quand même une pression sur le gouvernement du Québec, le déséquilibre fiscal qui est de plus en plus élevé. Alors, je pense qu'il faut, d'une part, prendre position sur des enjeux concrets qui touchent plus le progrès social. Mais moi, je suis convaincu que tous ceux pour qui l'accès du Québec au statut de pays est vraiment une priorité, qu'il soit à Québec solidaire, qu'il soit dans n'importe quel autre parti, vont se joindre au Bloc québécois parce que c'est crucial pour la réalisation de l'indépendance. Monsieur, ça va trembler, je crois. Bonsoir, oui. Alors, Mario, je vais te faire sortir de ta zone de confort ce soir. Je vais te demander de cesser de commenter la politique pour un instant et de commenter le milieu de l'humour. Parle-nous du nouveau Parti des régions, s'il te plaît. C'est le parti Force et démocratie. Et je veux pas, disons, je veux rester très rassembleur toujours. C'est ça, petite femme. Mais je vais répéter les mots de Louis Plamondon, qui a dit Monsieur Jean-François Fortin s'est auto-proclamé chef d'un parti démocratique. Alors, M. Fortin, il y a quelques mois, alors qu'il voulait se présenter à la chefferie, avait envoyé une lettre ouverte au devoir où il disait « Le Bloc québécois doit être au service de l'indépendance ». Et maintenant, il lance un parti qui est un parti nationaliste, qui n'est pas nécessairement indépendantiste. Alors, on lui souhaite bonne chance. Oui, petite question en fait, avec un élément de contexte. Lorsque tu as été élu, c'était une espèce d'élément révélateur d'un système médiatique toxique qui considère qu'un souverainiste qui croit suffisamment en vertu de l'indépendance pour agir en conséquence se catégorise nécessairement comme pur et dur. Alors, on a une espèce de logique étrange selon laquelle un souverainiste réaliste est un souverainiste qui a capitulé mentalement mais qui garde l'indépendance comme une croyance sincère, discrète, et des indépendantistes purs et durs qui croient que c'est suffisamment important pour agir en conséquence. Il n'en demeure pas moins que ce système médiatique est d'une efficacité redoutable et qui a réussi, je crois, tristement, à te caricaturer à bien des égards, à te transformer en personnage vaguement infréquentable de la scène politique. En un sens, positivement, en fait négativement, je viens de le dire, c'est que ça transforme les indépendantistes en porteurs de fourches.
Positivement, cela dit, ça ramène un peu à la baisse les attentes envers toi aux prochaines élections fédérales. Je crois que généralement, on s'attend à ce que tu conduises la dernière campagne du Bloc québécois pour ensuite aller l'enterrer. La question que je te demanderais dans ce contexte, c'est que serait pour toi une victoire aux prochaines élections fédérales? C'est-à-dire, personne, je devine de certains ce que tu atteignes les scores de 1993, mais que serait pour toi une victoire, ce qui ne veut pas dire remporter tous les sièges au Québec, mais que serait pour toi une victoire dans les prochaines fédérales? Ben, pour moi, une victoire... réaliste. Ça ne dirait pas que le Québec soit plus proche du pays, là, mais concrètement, en chiffres, mais en pourcentage. concrètement, moi, je dis à tout le moins que le Bloc ait le statut officiel de parti. Moi, je dirais au moins 15 députés, 15-20 députés. Et moi, je pense que c'est tout à fait réaliste parce que, bon, en ce moment, c'est sûr que pendant l'été, on a eu beaucoup de visibilité, y compris dans le milieu caricatural. Il y a eu d'excellentes caricatures. Mais ce qui est sorti beaucoup, c'est la division. On dirait que quand il y a une apparence de division, là, les médias sont très, très, très intéressés. Et quand il s'agit de sortir sur des enjeux concrets, c'est beaucoup plus difficile. Je pense que notre force, d'une part, ça va être le travail de terrain, de recruter des nouveaux membres. Déjà, on a fait augmenter la proportion de membres du Bloc québécois d'à peu près 25 %. Moi, je pense qu'on peut au moins la doubler. On va adopter une stratégie dans les médias, un peu plus la stratégie de la mitraillette, c'est-à-dire qu'on va sortir beaucoup au Québec, on va faire des tournées, quand on va à Kakuna, quand on sort sur le pont Champlain, sur Mirabel, dans le bout de la Mauricie, Trois-Rivières, ça va être bon, sur le lac Saint-Pierre. Alors, on va être beaucoup, beaucoup présent partout dans toutes les régions. Quand on est dans les régions, on réussit à atteindre les médias régionaux. Le seul problème, c'est que je ne peux pas être partout en même temps, sinon ça irait très bien. Mais je pense qu'avec les médias sociaux, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous aider en communication. On n'a pas les ressources qu'on avait auparavant. Alors moi, je suis tout à fait convaincu qu'on peut aller chercher une vingtaine de députés, sinon plus. On a vu le dernier sondage, l'appui à l'indépendance, c'était au-delà de 40 %. Alors, si on faisait juste aller chercher 30 % d'appui, là, on pourrait peut-être avoir même 40 députés. Alors, moi, je pense qu'il nous reste encore possiblement 1 an ou un peu moins. Alors, en 1 an, tout est possible en politique. Moi, je suis très confiant et je pense qu'il n'y a rien de magique là-dedans non plus. C'est le résultat du travail et je pense qu'on travaille le plus fort possible et si tous les indépendantistes le font, ben, on va gagner. Moi, j'aurais une question technique au sujet de l'opération Bélier. On ne vous a pas entendu, monsieur. Bon, j'aurais une question technique au sujet de l'opération Bélier. Je sais qu'il y a le lancement au Monument national et je suis très intéressé à y aller. Mais je veux dire, est-ce que ça veut dire que c'est la fin ou le commencement et comment ça va se dérouler? Je viens de l'Outaouais et je pense pas où est-ce que je demeure faire du porte-à-porte et tout ça. Mais je veux dire, comment est-ce que ça commence lundi matin? Est-ce que ça commence dimanche à 9h? C'est une question niaiseuse, mais je ne le sais pas. Peut-être j'aurais pu m'informer. C'est une très bonne question. Il y a Maxime Laporte aussi qui pourrait répondre, mais à Montréal, à 13h, je pense, au 82 Sherbrooke-Ouest, d'après ce que je connais bien. Il y a un regroupement de formation. Ensuite, les gens vont partir dans les portes à partir de 14h. Sinon, si vous allez sur le site Internet de Cap sur l'indépendance, vous avez simplement taper ça sur Google. Vous pouvez vous inscrire. Probablement qu'il y a des groupes qui vont faire du porte-à-porte dans votre région. Et ce n'est que le début. Déjà, l'opération Bélier dure depuis 1 an à Montréal, sur la Rive-Sud. Maintenant, il va y avoir des groupes dans tout le Québec. Et l'objectif, c'est que ces groupes-là continuent à se rencontrer, à faire du porte-à-porte. Et c'est sûr que le Bloc québécois va être en appui à ces groupes-là. Et moi, je pense que ce n'est que le début. Ce qui va être vraiment une campagne permanente de promotion de l'indépendance, qui va aussi avoir lieu sur les médias sociaux, qui a l'appui aussi du Conseil de la souveraineté. De plus en plus, tous les organismes indépendantistes
travaillent dans la même direction. Et moi, je salue ça. Je pense que c'est vraiment la voie de l'avenir. C'est vraiment très intéressant de voir cette concertation-là, parce que si on veut une convergence, si on n'est pas capable de la faire dans la société civile, ça va être très difficile. Et le Bloc québécois s'insère là-dedans. Et pour nous autres, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a un seul parti indépendantiste au palier fédéral. Mais moi, je pense que plus on va travailler ensemble, tous les indépendantistes, plus ça va favoriser un climat de convergence. Déjà, les jeunes d'Option nationale sont prêts à se rallier à tout parti qui va vraiment mettre l'indépendance à l'avant-plan. Alors, je pense qu'il y a des grandes possibilités de convergence et de gain pour les indépendantistes. Monsieur? Oui, bonjour Mario, c'est André Calais. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire de cette future élection de 2015 une élection référendaire? C'est-à-dire une élection où nous proposerions à tous ceux qui rêvent d'indépendance, à tous les nationalistes, disons, un peu mous maintenant, mais qui pensent que ce serait peut-être une bonne idée de se rallier et de dire oui au Bloc québécois, que ce serait cette façon-là de faire serait une façon de dire oui au pays aussi. Ça contrerait, disons, un peu les adversaires comme ceux du NPD qui cherchent à dire qu'eux peuvent mieux représenter le Québec. On mettrait de côté cette idée de représentation des meilleurs intérêts du Québec pour une nouvelle idée, celle de mettre de l'avant son appui à l'indépendance du Québec. Et ça, ce serait, dans le fond, ce serait vraiment une élection référendaire. Chose que les libéraux, eux, ont toujours cherché à faire au Québec. Mais pour faire avancer l'idée de contrer le Parti québécois. En tout cas, voilà. Merci. Merci. Je pense que c'est une idée très intéressante. C'est sûr que pour nous, c'est clair, le Bloc québécois est là pour l'indépendance. C'est son article premier, c'est dans le programme, c'est le mandat que j'ai obtenu. C'est sûr que, ce faisant, on va quand même défendre les intérêts nationaux du Québec. Par exemple, dans le cas de la langue, c'est sûr qu'on va agir, on va dénoncer un peu toute l'imposition du bilinguisme dans toutes les institutions fédérales qui sont au Québec. On va dénoncer aussi la québécophobie, la francophobie, parce que ce qui est le pire un peu, comme Lucie Laurier le disait tantôt, se faire traiter d'extrémiste ou de radical parce qu'on défend le français à Montréal, c'est tout à fait inacceptable. Dans le reste du Canada, il y a eu des lois qui interdisaient complètement les écoles en français, même pour les francophones, jusqu'à quand même assez récemment. Les premières écoles françaises secondaires en Ontario, ça a été en 1968. Alors, puis par la suite, le bilinguisme institutionnel, plusieurs spécialistes, probablement M. Castonguay, avaient cette opinion-là à ce moment-là. C'est sûr que c'était pour aboutir à une assimilation croissante des francophones partout au Canada. Alors, je pense qu'on va nécessairement continuer à défendre les intérêts nationaux du Québec, mais c'est très clair que le Bloc québécois va être vraiment un point d'ancrage du mouvement indépendantiste et toutes nos énergies vont être concentrées là-dessus. Dans ce sens-là, on peut peut-être dire que c'est une élection référendaire. Bonsoir. Oui, bonjour. Donc récemment, j'ai assisté à une conférence de Naomi Klein, qui son dernier livre est This Changes Everything, Capitalism versus Climate. Donc, à la fin de pendant la période de questions, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle pensait un peu de la politique canadienne, et elle a carrément dit que le Parti conservateur, le Parti libéral, le Parti démocrate ne sont pas des très bonnes options à côté, ce qui est côté environnemental, et qu'au Québec, on était quand même chanceux d'avoir d'autres options. Et donc, si je vous dis un peu tantôt, le NPD supporte le projet de TransCanada Pipeline Énergie Est. Donc, même les néo-démocrates, même les Canadiens progressistes sont en quelque sorte ont été un peu trahis en ce moment par le NPD. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est un peu quelle place est-ce que ça va avoir dans la prochaine campagne. Donc, c'est le réchauffement climatique et environnement, et comment est-ce qu'on peut même faire paraître le NPD mal devant les Canadiens anglais qui vont se rendre compte qu'en fin de compte, il n'y a pas vraiment d'option environnementaliste au fédéral en ce moment, sauf le Parti vert.
Alors, déjà, on est allé à Kakuna, on est en appui aux manifestations, on va être à Sorel parallèlement à l'opération Bélier, mais on va quand même être à la manifestation à Sorel. Le Bloc québécois, à son dernier congrès, a voté une proposition qui disait que le Bloc va prendre la tête du mouvement pour la réduction de la dépendance du Québec au pétrole. Mais il faut également... on est sorti dans les médias, on a tenté de sortir, on a envoyé des communiqués pour dénoncer un peu le double discours du NPD de Thomas Mulcair sur l'environnement, comme je l'ai dit tantôt. D'une part, au Canadian Club, M. Mulcair dit qu'il appuie pleinement le projet Énergie-Est. Quand il est au Québec, ben là, il n'en parle pas, ils disent qu'ils veulent demander un moratoire sur les forages préparatoires pour établir le port pétrolier à Kakuna. Mais ce qui est étrange, mais il y a moyen de les prendre dans leurs contradictions, mais ce qui est difficile, c'est d'être diffusé dans les médias. Donc, il va falloir y aller beaucoup par les médias sociaux. Par exemple, dans le cas du passage de l'oléoduc, le projet de l'oléoduc vers l'ouest, M. Mulcair, M. Poulris avait dit que l'ONE, l'Office national de l'énergie, ses études n'étaient pas fiables, la population ne pouvait pas se fier là-dessus. Mais là, on nous dit qu'il faut attendre le résultat des études pour faire le port pétrolier de Kakuna. Alors, les études ne sont pas valables dans l'Ouest canadien, mais semblent être valables au Québec. Alors, il va falloir être constamment interpellé les gens, les médias, utiliser les médias sociaux, parce qu'effectivement, les groupes environnementaux sont beaucoup plus conscients des contradictions à cet égard-là. Quand on est allé à la manifestation à Kakuna, il y avait des députés du NPD, mais qui étaient très, très, très effacés. Donc, c'est une longue bataille, mais je pense que le Bloc québécois peut aussi contribuer à la mobilisation, parce que ça va prendre vraiment une mobilisation majeure pour bloquer. C'est la plus grande menace environnementale que le fleuve Saint-Laurent a vue jusqu'à maintenant. Et le fleuve Saint-Laurent, le Québec, s'est bâti autour du fleuve. Alors, il faut trouver une façon de vraiment mobiliser la population pour l'ensemble des enjeux environnementaux aussi. J'ai une question à mon tour, ai-je le droit? Pour continuer dans la lignée de ce que monsieur a dit, est-ce qu'on s'adresse directement en anglais aux anglophones, justement, qui se disent plutôt progressistes et qui auraient tendance... Est-ce qu'on s'adresse, on leur lance un message à eux aussi, aux anglophones québécois qui voteraient plutôt LPD? Oui, mais généralement, c'est ça. Mais généralement, les anglophones progressistes parlent français. Alors, il nous reste environ deux questions, n'est-ce pas? On aura droit encore à 2 questions. Alors, madame, s'il vous plaît. Bonsoir. Gisèle Bélizé. Alors, moi, je souhaiterais que vous puissiez triompher de l'action de vos adversaires politiques, de l'intérieur du Bloc comme de l'extérieur du Bloc, qui ont essayé, par les médias, de vous faire paraître isolés depuis votre élection. Alors, est-ce que vous avez commencé à établir justement des liens avec Françoise David et Zanetti et compagnie, là, pour justement leur prouver que vous êtes efficace, que vous n'êtes pas isolé, que vous êtes appuyé? Il y a eu des rencontres avec Québec solidaire. On a des appuis au sein de Québec solidaire. Le parti comme tel reste officiellement neutre. Il va falloir suivre ça de très près. Par contre, on a des candidats qui ont déjà été candidats de Québec solidaire, comme Guillaume Lemay-Tivierge, Vincent Tivierge, qui veut se présenter dans le comté Laurentide-Labelle, je pense. Il y a plusieurs, c'est sûr, options nationales, mais une chose qui va aider aussi, c'est que dans les semaines prochaines, on va commencer à présenter les candidats, même si les investitures
normalement vont commencer au mois de novembre parce qu'on n'a pas encore les listes électorales à cause du redécoupage. Et comme, contrairement aux libéraux, on ne nomme pas de candidats, on attend qu'ils soient élus par les exécutifs de comté. Alors, mais il y a des candidats, déjà il y en a dans la salle, il y a des anciens candidats qui se représentent, il y a beaucoup de nouveaux candidats, il y en a de tous les milieux qui vont se présenter. Et à mesure qu'on va commencer à les présenter, je pense aussi que ça va aider à donner l'image que le Bloc québécois est en progression et non pas en division constante. Monsieur? Ma question va un petit peu dans le sens de ma prédécesseur. D'abord, salutations à Mario. En fait, je me demandais quelle attitude tu vas avoir par rapport au gouvernement du Québec, notamment face à M. Couillard qui souhaite la réintégration du Québec dans la Constitution canadienne. Alors, est-ce que le Bloc aura une approche face au gouvernement fédéraliste à Québec? Alors, moi, je l'invite à le faire parce qu'à chaque fois qu'il le fait, ça nous fait augmenter dans les sondages. Je pense qu'il a parlé un petit peu là, de se réintégrer le Québec dans la Constitution. C'est sûr que nous, on va se mobiliser. Puis, je pense que le gouvernement libéral, en ce moment, c'est une raison de plus. Le fait qu'on a un gouvernement québécois ultra-fédéraliste et qui souvent est tape-la-ventrice devant le gouvernement du Canada, c'est une raison de plus pour élire des députés du Bloc québécois pour pouvoir établir un rapport de force. Mais c'est sûr que s'il y avait une démarche, c'est loin d'être le cas aussitôt, parce qu'en ce moment, il n'y a aucune volonté dans les provinces canadiennes de vouloir accommoder le Québec de quelque façon que ce soit. Et ce que je perçois, c'est que le climat est plutôt à l'intolérance que l'inverse. Donc, aussitôt, on a vu, il y a eu, M. Couillard a fait une petite allusion à ça au moment où on fêtait Georges-Étienne Cartier, je ne me souviens plus trop dans quel événement. Et tout de suite, M. Harper est intervenu pour décourager cette initiative-là. Alors, en ce moment, il n'y a aucun parti fédéraliste qui oserait même proposer de reconnaître la nation québécoise dans la Constitution parce qu'il ne serait pas élu dans le reste du Canada. Alors, je ne suis pas tellement nerveux à ce niveau-là, mais s'il voulait le faire, moi je pense que ça nous permettrait justement de démontrer encore une fois l'intransigeance face au Québec. Alors, madame, vous êtes la dernière question. Bonsoir. Anglophone, progressiste qui parle français. J'ai ma question. Je dois dire que je suis tout à fait confiant que le travail de terrain, ça peut nous amener loin. Ça me fait de la peine, pareil, de ne pas entendre la voix du Bloc québécois sur les médias nationaux. Surtout une semaine comme la semaine qui vient de passer, et sur les dossiers qui sont, je pense, chers au cœur des Québécois, comme l'est de la question des armes à feu, l'international, des armements. Le Canada est parmi les seuls, avec Israël, je veux dire, des pays qui a voté pour un traité pour le contrôle du commerce des armes, mais qui n'a jamais signé puis n'a jamais ratifié. Même les États-Unis ont signé, mais le Sénat, évidemment, refuse de ratifier. Fait que j'aimerais entendre la voix du Québec, du Bloc. Des fois, à Radio-Canada, le matin, tout ça, là, je sais que c'est vraiment pas évident. Ma question plus précise, c'est est-ce que vous vous préparez pour une élection au printemps ou à l'automne prochain? Donc, on se prépare pour une élection au printemps, parce qu'il faut toujours être prêt. Je pense qu'on peut très bien être prêt au printemps. Si c'est à l'automne, ça va nous laisser encore plus de temps. Mais pour les médias nationaux, moi, je pense qu'on va réussir à percer de plus en plus dans les médias nationaux, mais on a fait des sorties comme sur le registre des armes à feu. On a dénoncé un peu parce que c'est vraiment une aberration. C'est que d'une part, le reste du Canada décide d'abolir le registre des armes à feu, c'est une chose, mais qui veulent absolument le détruire pour empêcher le Québec de l'avoir, de l'utiliser. C'est vraiment assez étonnant. Bon,
sur les enjeux internationaux, on a réussi à percer un peu les médias quand il y a eu toutes les manifestations, disons, Solidarité Québec-Gaza, même si ça causait un petit peu d'émoi. Mais moi, je pense qu'il faut le Québec aurait une politique internationale qui n'est pas unilatérale, qui n'est pas un appui à Israël sans aucune nuance, comme c'est le cas actuellement. Dans le cas des attentats qu'il y a eu, tout ça, il y a eu quand même Louis Plamondon qui était très présent cette semaine. Donc, on est une petite équipe, mais il y a des gens, Louis Plamondon, Claude Patrick, qui sont encore là. Louis Plamondon, c'est quelqu'un de très efficace et déterminé. Et je pense qu'on va arriver à être de plus en plus présent. Mais comme j'ai dit tantôt, il va falloir prendre la stratégie là, de vraiment être comme une mitraillette, envoyer des communiqués, faire des tournées, des conférences de presse. Mais quand on va dans les événements nationaux au Québec, c'est beaucoup plus facile. L'erreur peut-être de stratégie, ça a été de se centrer sur Ottawa. C'est ce qu'on disait auparavant, même Daniel Payet, c'était difficile d'être diffusé par des sorties à partir d'Ottawa. Donc, on va essayer d'être plus stratégique à Ottawa puis de faire beaucoup plus d'actions dans les médias nationaux au Québec. Madame Gradon, vous aviez une question? Je peux vous donner le... Non, je parle pas. Ah, actrice. Je pensais à la jeunesse. Les jeunes qui sont levés dans la rue l'an dernier, je me demande quand vous allez en province, si ce ne serait pas bon de partir de certaines questions qu'on vous a posées ce soir, de voir qu'est-ce qui pourrait les intéresser et comment vous pourriez les rejoindre, particulièrement dans les régions, quand on pense à tout ce qui se passe là, avec les... je cherche le nom, par exemple. Je cherche toujours les noms. Moi aussi. À Capouna, j'ai vu ce point-là. Et on se dit, les jeunes qui sont là peuvent énormément influencer les parents. Et en province, moi je dirais vraiment de rejoindre les jeunes et de les mettre par les questions qui ont été posées ce soir qui peuvent les intéresser. Je pense que ce serait... Les jeunes, vous savez, dans les familles, là, ils ont leur mot à dire. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être dans la rue seulement. Donc, c'est une très bonne idée. Bon, moi, je suis allé dans les manifestations à Capouna. Il y a beaucoup de jeunes qui sont présents. Effectivement, ils sont très réceptifs. Mais vous savez, comme Rimouski, Haute-Gaspésie, Métis-Matapédia, c'est des comtés qui sont très, très indépendantistes. Il y a eu la vague orange, là, mais normalement, je pense que ça va revenir assez facilement pour le Bloc. Il y a vraiment des bastions indépendantistes dans ces régions-là. Mais pour atteindre les jeunes, les enjeux environnementaux, c'est une très bonne approche. Je pense qu'il faut faire systématiquement, de façon permanente, la tournée des cégeps, des universités. Je pense que quand on parle directement de l'indépendance, ça intéresse beaucoup plus les jeunes. Parce que l'appui à l'indépendance est encore très élevé chez les jeunes. Mais si on n'en parle pas, les jeunes n'ont pas connu le dernier référendum, ils n'ont pas connu le lac Beach. J'ai un de mes amis qui enseigne au cégep. Il y a un de ses étudiants qui est allé le voir et il dit, vous savez, vous, quand vous étiez étudiant au cégep, la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que ça vous rejoignait? Ça vous disait quelque chose? Il dit non, mais c'est nous autres, le lac Beach ou le référendum, c'est la même chose. Fait qu'il faut faire la pédagogie. Parfois, on a peut-être trop été quelqu'un qui vient de milieu indépendantiste. Moi, je n'ai pas grandi dans un milieu indépendantiste. Donc, il y a des gens qui ont toujours baigné dans un milieu indépendantiste et ont l'impression de se répéter, mais ils oublient que pour les gens qu'on a à convaincre, c'est nouveau l'argumentaire indépendantiste, où ils n'ont pas été atteints par ça. Donc, je pense que si on explique clairement pourquoi on veut l'indépendance, bon, il y en a qui invoquent l'enjeu de la mondialisation. Et moi, je pense que c'est un faux débat parce que tout le mouvement altermondialiste, il est pour une mondialisation dans le respect entre les peuples. Souvent, la question de la Catalogne, l'Écosse, le Tibet, la Capri, il y a des enjeux un peu à travers le monde, des pays qui vivent, des régions qui vivent absolument la même chose que nous. Et ça peut rejoindre autant les jeunes. Alors moi, je vois pas pourquoi on ne réussirait pas à
récupérer un appui très majoritaire des jeunes. Comme j'ai dit tantôt, maintenant qu'il y a 5 générations d'indépendantistes, moi je pense que la prochaine fois, ça va être la bonne. Et je compte sur vous pour qu'on puisse vraiment relancer le mouvement indépendantiste et le Bloc québécois. Merci beaucoup, tout le monde. Je voudrais remercier Mario Beaulieu pour ce discours inspirant, qui est surtout, à mon avis, fort parce qu'il centre les enjeux sur des aspects concrets et nous montre comment l'indépendance peut être utile pour l'avenir du Québec et pour toutes les couches sociales du Québec. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un fait. Un chef aussi intelligent, déterminé et convaincant que l'est Mario Beaulieu ne peut pas faire l'histoire tout seul. Il a besoin d'appui. Et c'est vous qui allez être dans vos milieux respectifs les porte-voix du discours indépendantiste. Il faut bien comprendre que je vais m'inspirer d'Honoré Mercier, qui nous a dit une phrase capitale: cessons nos luttes fratricides. Il faut abandonner les enjeux partiels qui nous tiennent à cœur, bien sûr, mais il y a une cause suprême qui prime sur tout, et c'est cette cause de l'indépendance. Donc, on peut être à droite, on peut avoir des options particulières sur certains enjeux, oui, mais n'oublions pas l'essentiel. Un peuple a besoin d'être libre. Et c'est ça qu'il faudra mettre dans la tête de nos concitoyens. Parce que ce qui va se produire à la prochaine élection, et c'est un enjeu important, Mario l'a rappelé, on va essayer de nous convaincre qu'il faut voter pour avoir des influences. Il faut avoir des représentants qui vont avoir accès au pouvoir. C'est un faux pouvoir. Ottawa, bien sûr, décide de nos impôts, décide de grandes politiques nationales, mais en réalité, ceux qui pensent nous dire qu'on est au pouvoir, ce sont des gens qui n'ont aucune influence. Ils sont dominés par des intérêts qui sont extérieurs au pouvoir. Donc, laissons de côté, pour l'élection fédérale, nos propres lubies et mobilisons-nous tous pour soutenir le Bloc québécois. Dans cette veine de pensée, il faut aussi penser que l'Action nationale ne peut pas influencer la société québécoise si nous n'avons pas d'abonnés. Donc, il y a une période extrêmement intéressante qui s'annonce, c'est Noël. Offrez un abonnement à la revue à tous vos amis de l'Action nationale. C'est pas cher. C'est moins cher qu'un billet de spectacle à la Place des Arts. Et pourtant, à chaque mois, vous allez recevoir une revue de 124 pages qui vous donne leur juste sur l'avenir du peuple québécois. Est-ce que ce n'est pas un beau cadeau à offrir à vos amis pour Noël? Donc, je souhaite une seule chose en terminant cette soirée, c'est que nous soyons tous présents l'an prochain, au prochain souper-causerie de l'Action nationale, parce que ce soir, je crois que grâce à notre conférencier invité, grâce à Lucie Laurier, ça a été une soirée extraordinaire. Merci et bon retour à tous.